Moi, en ce moment, c'est les Maltesers, là. Je vole ça, sauf que c'est pour nos... On fait des McFlurry maison, nous, et on met des Oui, Maltesers. oui, on fait pareil. Trop bon, hein. C'est trop bon. Sauf que les Maltesers, la dernière fois, ça m'a rendu malade. Ah, trop. Trop Bah de... ouais, Mm. ouais. Et ça m'a rendu. Du coup, maintenant, je prétexte ça pour ne plus en manger. Mais avec ta candidose, le Malteser, c'est pas bon. Bah non. C'est pour ça que ça a dû me rendre malade, très probablement. Ouais. Surtout que j'ai bouffé 2 paquets de 500 grammes. Ah oui, c'est vrai, c'était ça. T'avais grave abusé. T'avais grave abusé. Ah, mais je ne sais pas être dans la mesure. Je ne sais pas être dans la mesure. Ce n'est pas possible pour moi. Ah là 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 là. La mesure et moi, on fait deux. Mais bon, c'est pas grave. Après, regarde le fait que je ne sois pas mesurée, on fait plein de trucs sympas. C'est vrai. C'est vrai. Après, mesurer, en vrai, c'est un grand mot, mesurer, en vrai, hein. Ça sert à quoi d'être raisonnable dans la vie? Hmm. Tous les jours, je me pose la question, à quoi ça sert d'être raisonnable dans la vie? Quand tu es raisonnable et raisonné, tu passes à côté d'opportunités, je trouve. Mhm. De folie, même. Des choses que tu te dis, oh, j'aurais jamais pu faire ça. Comment j'ai fait pour faire ça? Bah, si t'es raisonnable, tu peux pas faire ça. C'est vrai, c'est vrai. Alors, il faut un peu de raisonnabilité. Ça se dit? Je sais pas, on s'en fout. Il faut un peu de raisonnabilité, Mhm. pas trop. C'est pas tant de raisonnabilité. C'est pas trop ça, en vrai. C'est plus, il faut être réaliste. Oui. Est-ce que tu peux être réaliste en étant déraisonnable? Oui, dans le sens où tu sais que c'est une folie, mais par contre, tu sais que ça peut mettre en danger, par exemple, je sais pas, ta maison, tu Ouais. vois. Et à ce moment-là, finalement, c'est être sincère avec soi-même. Être déraisonnable, ça pourrait faire que tu n'es pas sincère avec toi-même et tu vas dire, oh, c'est pas grave, c'est juste la maison au cas où, etc. Alors que quelqu'un qui serait finalement sage, tout en étant dans la folie, dira, OK, il y a quand même la maison qui est en hypothèque avec le crédit que je vais faire là. Euh, Mhm. OK, je prends le pour, je prends le contre et je prends le temps de réfléchir en famille, etc. pour prendre la décision de manière éclairée, tu vois. Mais du coup, si tu es déraisonnable, finalement, est-ce que tu es sincère avec toi-même, tu vois? C'est Mais surtout tu peux être déraisonnable et sincère en toute franchise. Regarde, on reprend le coup, tu viens de donner l'exemple de l'immobilier. Je te dis n'importe. Tu craques sur, on admet qu'on a les moyens, d'accord? Tu craques sur cette maison-là, tu vois, celle-là. Et tu te dis, OK, je veux cette maison. C'est un coup de folie. Tu te dis, j'ai déjà ma maison, nanana, et tu te dis, OK, mais je veux cette maison-là. Et tu vas tout mettre en place pour avoir cette maison-là. Donc, ça va impliquer peut-être faire plus d'heures à ton travail, vendre ta maison actuelle, faire un vide maison pour gagner un peu de sous avec ce que tu as dans ta maison, machin. Bref. Est-ce que, est-ce que ça reste toujours de la folie ou est-ce que, du coup, c'est quand même, c'est un coup de folie. Tu veux cette maison, c'est un coup de cœur, c'est un coup de tête, on va dire, c'est un coup de folie. Mais comme tu fais tout pour l'avoir de manière euh, cohérente, logique, je sais plus le mot que tu utilisais, bah du coup, ça en devient une folie raisonnée. Raisonnée, pas raisonnable, raisonnée. question. Raisonnable en vrai par rapport à qui? Par rapport à quoi? Et ben, je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce que des fois, tu as des projets et les gens vont te dire, oh, mais pourquoi tu fais ça? Franchement, je te souhaite de pas réussir, c'est pas le moment pour toi. Ou c'est pas pour toi, tout simplement, juste c'est pas pour toi. Alors qu'en réalité, toi, si tu réalises ton projet, tu vas t'apercevoir que c'était ça. C'était ce projet, c'était ça qu'il te fallait dans ta vie. Donc, pas raisonnable, tu as raison, par rapport à qui et à quoi. Bon, sauter à l'élastique, concrètement, mon enfant me dit demain, je vais sauter à l'élastique, je vais lui dire, ce n'est pas raisonnable. De mon point de vue, moi qui ai le vertige, ce n'est pas raisonnable. On m'a dit de pas te secouer quand tu étais enfant. Pourquoi tu C'est ça, fais pourquoi? ça? Pourquoi tu veux sauter à l'élastique maintenant? Moi qui ai tant travaillé pour préserver ton cerveau. Mais en vrai, je me demande même, est-ce que c'est pas encore une question aussi de s'écouter et de savoir ce qui nous fait vibrer ou pas? Parce que demain, c'est dur à entendre quelquefois ce que je dis là, donc je le préviens tout de suite. Mais demain, sur notre lit de mort, on va pas dire oh si j'avais pas vendu la maison, on va pas dire oh si j'avais pas été faire ce projet, etc. On sera plutôt du côté du ah j'aurais voulu tellement faire plus, tellement m'amuser plus et oser plus, tu vois. Et je me dis à quoi bon du coup dire à nos enfants de suivre leurs rêves
si nous-mêmes, on n'est pas capable de le faire alors qu'on a la conscience que finalement, il y a quelque chose en nous qui fait que ça vibre et on est appelé à faire cette transmission, on est appelé à changer ce métier, on est appelé à acheter cette maison, à faire une grande famille, qu'importe. Mais pourquoi on s'évertue finalement à donner cette vision la vie est courte, il faut en profiter, il faut faire les choses avec le cœur, avec vraiment avec intention et intensité autant qu'on le peut. Et de l'autre côté, quand c'est nous, on reste finalement posé loti dans notre sécurité. Euh, Finalement, sécurité qui n'est que sécurité pour notre cerveau, hein, parce qu'en soi, euh, tout à l'heure, on partageait sur le fait que quelquefois, on se donne une étiquette et on aime bien rester sous cette étiquette pour garder cette étiquette-là, alors qu'on a des opportunités, on a des portes ouvertes juste devant nous, on a même les clés pour ouvrir ces portes, mais qu'on ne le fait pas juste parce qu'on a cette étiquette et il faut qu'on reste sous cette étiquette. C'est limitant là-dedans. Ce que les croyances limitantes tellement. Et justement, ce que tu amènes me fait penser à deux choses, dont une que j'ai oubliée. On connaît mon cerveau. C'est pas grave, ça va revenir. Si, tu disais que tu étais dure dans tes paroles, je te trouve extrêmement douce parce que je vais être encore plus dure. Je ne... J'entends les gens qui peuvent vivre comme ça. Je ne les comprends pas. Ok? J'ai bien mesuré ce que j'avais à dire. J'entends les gens qui peuvent penser et vivre comme ça. Je ne les comprends pas. Pour moi, et je vais être encore plus dur, tu passes à côté de ta vie. C'est dur, c'est cash, c'est honnête, mais pour moi, tu passes à côté de ta vie. Si je racontais tout ce que j'ai fait dans ma vie en 20 ans, juste 20 ans là, et on a réalisé ça l'autre jour quand on était dans la voiture avec la régie, en 20 ans, l'évolution qu'on a eue, les projets, ce qu'on a testé, ce qui a échoué, ce qu'on a recommencé, tout ce qu'on a fait en 20 ans. Et on s'est regardé, on fait, ah putain, eh ben, on a hâte d'être dans encore 20 ans pour voir ce que ça va donner. Sachant qu'on a d'autres projets, on a d'autres idées, on a d'autres machins. Donc, j'entends, et je ne comprends pas. Et pour moi, c'est des gens qui passent à côté de leur vie, clairement. Et se cacher derrière le oui, mais il y a les enfants, l'école, gna gna gna, tu comprends. Non, non, non. Bah non, je comprends pas. Non. Et moi encore moins. Voilà. Et du coup, il y avait ce truc-là, où du coup, tu disais, ouais, je vais être un peu dur et tout. Non, non, je te trouve très cool, hein, par rapport à ce que je viens de dire, je te trouve très cool, hein. Et le côté aussi où tu disais, ouais, mais à quoi ça sert finalement qu'on nous dise, oui, la vie est courte, faut la vivre pleinement, etc. Et il y a des gens qui vont pas le faire. L'espoir, en fait, l'espoir. L'espoir, ça fait vivre. L'espoir, ça te fait tenir debout. L'espoir, ça te fait aller travailler tous les jours. Sauf que l'espoir, ça nourrit pas. Et je parle pas de nourriture, aller gagner votre argent, faire vos courses, manger chez vous. Je parle de vous nourrir de manière, alors chacun y mettra le mot qu'il veut, mais spirituel, intellectuel, émotionnel. euh, voilà, mettez le mot que vous voulez, mais ça ne te nourrit pas. Si tu ne fais qu'espérer, alors tu pourras faire que regretter, puisque tu n'auras rien mis en place. Espère, mais fais en sorte que ça se réalise, en fait. Alors, peut-être, il y a des projets, il y a des rêves, il y a des choses qui sont irréalisables aujourd'hui, même en l'état actuel, là maintenant, à l'heure H de ta vie, mais tu as encore, je vais avoir 30 ans, et ça fait 20 ans que je mets en place des choses et que je me suis vu évoluer. Et du coup, hier, non, pas hier, c'est pas hier qu'on en parlait, mais l'autre jour, quand on en parlait avec la régie, on se disait, mais nous, on fait des bons par 20 ans. Donc, dans 20 ans, finalement, bon, bah, j'en aurai 50, 20 après. Oh là, j'ai encore de la marge pour réaliser plein de choses. Tellement. Pour échouer, pour recommencer. Et ça, tu ne peux que gagner en échouant. Et ça, on en parlait en transmission. Et c'est vrai que beaucoup ramènent cette peur de l'échec. Sauf qu'en fait, sans échec, on n'apprend rien dans ce C'est cas-là. culturel, la peur de l'échec, je trouve. Ah oui? Et dans ce cas-là, on n'apprend rien. Et tu avais donné cet exemple de la marche pour les enfants. Un enfant, ça tombe et ça apprend et ça se relève, et ça recommence et ça réessaye. Ça Ça, s'ouvre le finalement, ça se menton, donne les ça s'ouvre moyens. la lèvre, ça se pète une dent. Et ça se donne les moyens. Et finalement, à la fin, ils ont gagné. C'est eux qui ont tout gagné à essayer. Sinon, ils seraient restés assis. Et c'est la même chose un peu. Il y a cette notion de si et si on échouait. Bah, si on échoue, et bah, on voit, on fait les points, on fait les comptes. Est-ce qu'on veut continuer? Est-ce qu'on veut changer? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a apprises? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a besoin de renforcer avant de relancer? C'est le moment, en fait. Donc, c'est dommage de s'arrêter pour ça, alors que finalement, c'est la clé d'échouer. C'est tant mieux. Tu peux pas apprendre. Et ça, c'est ce que je dis à mes enfants. Des fois, mes enfants, ils sont en train d'apprendre un truc et ils s'énervent.
Ils s'énervent parce qu'ils n'y arrivent pas, ils s'énervent parce qu'ils ne réussissent pas, ils s'énervent parce qu'ils échouent. Et à chaque fois, du ton le plus calme que je possède, je leur dis, mais comment tu veux réussir si tu n'as pas échoué? Comment tu veux développer des stratégies, comprendre comment fonctionne, je ne sais pas moi, l'emboîtement de ta pièce de puzzle, j'en sais rien, si tu t'es pas trompé et que du coup, en te trompant, ça te donne l'idée, on va reprendre le puzzle, de tourner cette pièce dans tous les sens pour trouver comment finalement tu vas réussir à l'emboîter. Si tu te trompes pas, comment tu veux comprendre un mécanisme de quelque chose? Si tu serres trop tes freins de vélo, bah ça va serrer trop fort, tu risques de te casser la gueule. Si tu les serres pas assez, tu vas pas pouvoir freiner, tu vas te casser la gueule. Et bah tu vas finir par trouver le juste milieu à force. Et tu feras qu'un tout petit tour de vélo pour les tester avant d'aller plus loin. Grande asperge. Et d'ailleurs, il y a cette notion en plus de vouloir faire des grands pas tout de suite. En fait, un projet, ça se nourrit et ça s'avance petit à petit. Et des fois, c'est des grands pas, c'est la vérité. Mais la plupart du temps, tous les projets, c'est petit pas par petit pas. Et même si on reste finalement dans le métier qu'on est là en ce moment et qu'on s'y épanouit pas, mais qu'on a besoin de cette sécurité en ce moment, ok. Mais durant ces temps libres, on peut commencer à chercher qu'est-ce qu'on voudrait faire, chercher comment on va pouvoir le mettre en place, se former, mettre en place finalement les supports avec lesquels on veut travailler, toutes ces petites choses qui prennent du temps finalement dans notre organisation, dans notre projet, on peut le faire pendant que bah, le projet n'est pas encore là. C'est le temps de nourrir ça, c'est le temps de nourrir une communauté quelquefois, nourrir une communauté le temps que le projet se mette en place pour que finalement quand le projet est arrivé, bah, il soit déjà attendu. Mais oui, et je m'aperçois que très souvent, les gens qu'on peut côtoyer, toi et moi, c'est tout de suite. C'est, je lance 1000 projets. Alors, c'est sûr, il faut rien regretter, je suis d'accord. Mais je lance 1000 projets tout de suite et en fait, je n'en réfléchis vraiment aucun. À fond, j'entends réfléchir à fond. Je ne prends pas le temps de les laisser s'épanouir. Je ne prends pas le temps de les cultiver et je passe déjà à autre chose. Non, en fait, il y a un temps pour tout et il y a un temps pour chaque chose et chaque chose a un temps. Méditez-la 2 secondes, celle-là. Il y a un temps pour chaque chose et chaque chose a un temps. Et tu peux pas tout faire tout de suite. Par contre, comme tu dis, tu peux sur ton temps libre mûrir. Ah là là, j'ai tel projet, je sais pas, je dis n'importe quoi, moi, Amstram, gramme, piqué, piqué, collé, gramme. Je veux monter une fondation. Ok, ok, t'as un goal. Mais est-ce que là, tout de suite, au moment T de ta vie, c'est le moment? Non. J'ai d'autres choses à faire avant, d'autres choses à développer, d'autres choses à épanouir, des choses à consolider, etc. Si je veux monter un jour une fondation, il va me falloir une équipe. Bref, t'as des choses à faire avant. Ok. Mais ça veut pas dire que, comme tu dis, en parallèle, tu vas pas aller regarder, tiens, c'est quoi les statuts juridiques d'une fondation, comment ça fonctionne, comment ça se finance. Tiens, si je voudrais qu'elle soit internationale, je dis n'importe quoi, si je voudrais qu'elle soit internationale, je sais pas, bref, un truc tout bête, tiens, comment on fait une soirée de collecte de fonds? Bah, tu vois, des trucs nimp, quoi, tu vois. Et ça, tu peux continuer à chercher, en fait, tout en continuant à développer ce que tu as à faire. Ça veut pas dire que tu le feras jamais dans ta vie, ça veut juste dire qu'il y a un temps pour chaque chose et chaque chose a un temps. Et que pour le moment, c'est pas le temps de ce projet-là ou de cette maison, on parlait tout à l'heure, ou de ce changement de carrière. Pour autant, est-ce que c'est de la folie? Non pas de rêver de ça. Et j'aimerais bien revenir sur la notion de rêve, mais d'envisager ce projet. Peut-être, peut-être, mais en même temps, n'a-t-il pas fallu un peu de folie pour beaucoup de choses qui sont nées dans notre monde? Il a fallu des erreurs. Je vous rappelle que la tarte tatin, c'est quand même une histoire de tarte qui s'est renversée, les gars. Calmons-nous. D'accord? Et on en a plein des comme ça. Donc il a fallu des erreurs, il a fallu des erreurs et il a fallu un brin de folie. C'était ça. À l'époque, je vous rappelle, Léonard de Vinci, il était pris pour un fou, hein. Aujourd'hui, on a des avions. Je dis ça, je pose ça là. On peut être le fou de son époque, mais le génie des générations suivantes. C'est comme vouloir finalement avoir sa plantation dans son jardin. Il y a une Mmh. notion de saison, des moments où on va planter, des moments où on va se préparer, on va commencer à regarder à quel moment on peut planter, comment on peut planter, quelle place dans notre jardin ça pourrait se passer. Mais là, on apprend que notre sol n'est pas fertile. On va devoir fertiliser le sol, etc. Il y a plein de choses qu'on peut embrayer en fait avant même que le fruit soit là. Et c'est exactement la même chose. On crée les fondations, on crée finalement ce qui va nourrir le projet. Et c'est vraiment dans les moments où finalement ça ne peut pas pousser que ce sont des moments clés. Si on commence à se former le jour où finalement on doit se lancer,
on a une perte de temps exponentielle. Donc, autant commencer à se former avant, à réfléchir avant son projet, à pouvoir discuter, à pouvoir réfléchir sur les petits détails auxquels on n'avait pas pensé avant, etc. Et finalement, préparer la terre à l'arrivée de la semence. Une fois que la semence est là, laisser pousser et attendre que ça pousse, prendre le temps d'observer, de regarder quel chemin ça va emprunter, quelle herbe il va falloir retirer. Finalement, faire grandir le projet, mais à pas du projet, j'ai envie de dire, à pas de moi. Encore une fois, hein, pour le coup, cette approche, elle l'est pour tout et n'importe quoi. Je la prône à toute heure parce que ça fait sens, en fait. On peut pas... euh, ça ne marche pas comme ça. On peut pas vouloir tout de suite parce que ça ne marche pas comme ça. Bien sûr, la société nous fait croire que c'est comme ça, avec les colis qui arrivent en moins de 24 heures, avec les produits magiques. On prend un complément, le lendemain on se réveille, on est Jennifer Lopez. Voilà, il y a trop de choses qui finalement ne font pas sens en fait et qui fait que on a perdu cette notion de temps, de patience, d'observation. La notion d'observation, c'est quelque chose qu'on apporte la plupart du temps aux parents et qui devrait être naturel et qui finalement est complètement enlevé parce qu'on n'a pas le temps d'observer, on n'a pas le temps de mettre les yeux sur pendant le problème, parce que si je regarde, je ne suis pas active, donc je ne suis pas active, je ne réponds pas. Sauf qu'en vrai, regarder, ça répond à énormément de questions et ça permet de s'activer dans les bons, avec les bonnes intentions et les bonnes, finalement, les bonnes réponses à ce que voulait dire l'enfant. Et ça, c'est pour l'enfant, mais c'est autant dans le couple, c'est autant dans l'entrepreneuriat avec ses collègues, c'est autant dans le fait aussi d'observer quelquefois les accompagner pour voir est-ce qu'on apporte les bonnes réponses au bon moment, etc. Et c'est des notions de temps qu'on a perdu. On n'a plus le temps de rien, tout va vite, on court Et après le temps. nos anciens nous le disent tout le temps, hein, qu'on prend plus le temps. C'est vrai, c'est vrai. Après, il y a une autre notion avec les anciens par rapport au temps que j'ai remarqué et que je remarque maintenant avec moi-même, c'est que on a une notion du temps qui n'est plus la même avec la charge qu'on a mentale. Parce que quand on est enfant, on n'a pas cette notion il y a plein de tâches à avoir, il y a plein de choses à faire dans une journée. Et finalement, notre journée, elle est énorme. On a tellement de possibilités. Et en fait, c'est la même chose pour nous, sauf que nous, on décide de ranger les temps de la journée dans des cases en disant de telle heure à telle heure, il faut que je fasse ça, de telle heure à telle heure, il faut que je fasse ça. Donc finalement, il n'y a plus de temps. En même temps, tu as passé 20 ans de ta vie dans un système qui te demande d'être assis 8 heures par jour, où donc tu ne fais rien d'autre que ce pourquoi tu es là. Et bizarrement, dans cette période-là, tu as l'impression de perdre ton temps. Et je trouve que c'est très juste, cette impression qu'ont nos enfants, nos adolescents et nos jeunes adultes, que de perdre leur temps. Alors, moins chez le jeune adulte, parce qu'en général, il a choisi un parcours qui commence déjà un peu plus à lui convenir. Mais nos enfants et nos adolescents qui disent perdre leur temps, ben, ils ont raison. Regardons tout ce qu'on a à faire, nous, dans une journée. D'autant plus quand tu es ton propre patron. Parce que quand tu dépends de quelqu'un, à la limite, t'as tes tâches, t'as tes tâches. Si tu as envie de faire que ça et pas te prendre la tête, tu peux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une certaine aisance aussi. Hein. Tout dépend de la responsabilité qu'on a dans l'entreprise, etc. On ne va pas rentrer dans ces considérations-là. Mais quand tu as en plus de ça ton propre patron, regarde, on a parmi nous des personnes qui sont leurs propres patronnes, qui font l'école à leurs enfants, qui t'imagines le nombre de dossiers que ces personnes ont ouverts en permanence. Tu m'étonnes que le temps passe vite. Tu m'étonnes que tu ne vois pas le 30 à 40 ans. Tu l'as pas vu passer. Surtout Hey, que pour le coup, on a des attentes relationnelles, dans le sens où, par exemple, quand on est avec son enfant, on veut qu'il y ait une activité là, qui est ci, qui est ça, qui est ci, qui est ça, et pas d'ennui, pas de temps qui je passe. n'ai jamais compris ça. Ouais. Les gens qui cherchent à combler toutes les heures de la journée de leurs enfants me foutent un stress monumental. Sachez-le, je vous déteste. Voilà. C'est posé. Je vous déteste. À quel moment tu peux péter, rôter, boire, dormir et le spleen, l'ennui, le spleen, le bonheur de l'ennui. C'est dans l'ennui que tu crées. Bon, parfois des conneries quand t'es gosse, ça je te l'accorde. Mais c'est quand même dans l'ennui que tu crées. C'est parce que tu t'ennuies et que le cerveau déteste ça qu'il va chercher à s'occuper et que donc tu vas chercher une solution pour t'occuper. Alors, on ne parle pas d'aller mettre des commentaires de haters sous les posts des autres, hein, on ne parle pas d'aller faire chier les autres. Non, non, non. Tu te concentres et tu essayes que ton cerveau il explore des choses qui sont positives.
Non, parce qu'à l'ère d'aujourd'hui, c'est un petit peu le problème, hein. Les gens qui s'emmerdent, c'est ceux qui vont, hein, n'est-ce pas, faire chier les autres sous leur poste de réseau, et c'est comme ça qu'on commence les haters, etc. Donc occupez-vous sainement, s'il vous plaît, ou ennuyez-vous sainement. Voilà. Ce sera mon petit spoiler du jour. Ennuyez-vous sainement. Mais c'est vrai, si tu es quelqu'un qui aime dessiner, si tu es quelqu'un qui aime faire de la poterie, si tu es quelqu'un qui aime faire du tricot, si tu es quelqu'un qui aime jardiner, ben c'est parce que tu t'ennuies là dans ton jardin, on va reprendre le jardin parce qu'on en parlait, que tu le regardes et que tu es là en mode je déplacerais bien ce pied de tomate et en fait ah j'aime pas cet agencement floral là du côté de mon jardin. Bon allez, petite liste, qu'est-ce que je vais acheter pour le week-end prochain? Et clac. Et c'est parce que tu as eu ce temps d'ennui dans ton jardin. C'est parce que tu es dans cet état qu'on appelle de semi-méditation quand tu es en voiture. Tu sais, tu dois probablement connaître cet état quand tu es côté passager, que tu regardes par la fenêtre et finalement, tu es là, mais tu n'es pas vraiment là. Tu es un peu perdu dans tes pensées. Mais ces temps-là, moi, je les chéris, je les adore. C'est des temps où mon cerveau, il se repose, mais d'une force incommensurable. Et en général, c'est là où ça fait oh, oh, lumière, oh, oh. Et j'ai toujours, devant, dans la boîte à gants, j'ai toujours crayon papier. Parce que je sais que c'est des temps où mon cerveau se repose, je mets des guillemets, personne ne me voit, mais où en réalité, il est grave en train de travailler. Tellement. Et moi, quand mes enfants viennent me voir, ils me disent, je m'ennuie. Je les regarde, je suis, bah, c'est très bien. C'est très sain. C'est bon pour la santé. Ennuie-toi. C'est ça, et tu disais de s'ennuyer sainement. En vrai, ça me fait penser à un truc. Si on prenait le temps qui est utilisé pour aller commenter, dire des choses qu'on pense pas, regarder Instagram sans but, sans Mmh. jusqu'au Les fond réseaux, tout ça, c'est d'Instagram, terrible. se retrouver dans des vidéos, à regarder quelqu'un qui se coupe une pastèque pour mettre sa tête dedans, vraiment des choses Il faut qu'on incroyables. parle, Laetitia. Qu'est-ce que tu regardes sur Instagram? Non, mais des fois, pour de vrai, des fois, je suis fatiguée et je vais sur Instagram avant de dormir. Mais pourquoi je fais ça? Et C'est je me pas dis, bon. si on regarde le temps, juste avec le téléphone, on peut regarder en plus maintenant le temps. Mmh. Si on regarde le temps qu'on a utilisé à faire ça et qu'on faisait pour faire autre chose, beaucoup vivraient la vie de leurs rêves. Beaucoup Tu vivraient la vie de m'étonnes. leurs rêves. Tellement. Pour le coup, on arrive sur le travers des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est-à-dire que ça te. Alors, déjà, il faut savoir que ça stimule le système de récompense du cerveau, hein, la dopamine. Donc, ben, clairement, c'est pour ça qu'on aime y rester et qu'on scrolle pendant des heures comme des couillons. Et on le fait tous, rassurez-vous. C'est pas parce qu'on est en train d'en parler qu'on est meilleur, hein. C'est vrai que c'est le piège des réseaux aujourd'hui parce que si tu quittais ça, tu ferais tellement, 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 tellement de choses en vrai. Tellement de choses. Et comme tu dis, il y a bien plus de rêves qui se réaliseraient et bien plus peut-être de coups de pied aux fesses qu'on s'auto-donnerait pour réaliser ce qu'on a envie, ce qu'on aspire à faire et à être aussi. Il y a une question d'être aussi. Bien sûr, de développement. Il y a un spectacle que j'ai regardé il y a longtemps qui parlait de ça et qui disait, pour le coup, ceux qui regardent la télé avec des émissions qui abrutissent, pour dire ça gentiment, et qui espèrent ne pas être abrutis, mais regardent pour montrer qu'ils ne sont pas abrutis et pour pouvoir commenter les trucs des abrutis, et ben finalement, ils se nourrissaient de ça et devenaient même abrutis. Et ça fait un peu penser à ça, c'est que tu vas mettre quand tu t'ennuies, ce que tu vas mettre en place dans ce qui va te nourrir finalement, ce que tu vas regarder, ce que tu vas écouter, ce que tu vas dire aussi quelquefois, nourrir en fait ta manière de penser et ta manière de penser finalement va être impactée par les choix que tu fais. Et si c'est des choix dans des choses qui ne sont même pas de valeur finalement qui te vibraient, et ben tu tires ton corps, tu tires ton esprit, ton âme vers ces choses-là, alors que tu pourrais nourrir tellement de choses de manière beaucoup plus positive. Mais souviens-toi ce que je dis tout le temps en formation. Surveille tes pensées, elles deviendront tes paroles. Surveille tes paroles, elles deviendront tes actes. Surveille tes actes, ils deviendront qui tu es. Mhm. Et c'est ça en fait. On ne dit pas qu'il faut se brider dans nos pensées. Il faut juste savoir faire le tri. Le cerveau, il aime bien déverser, il aime bien. Oui, c'est un drama queen. On le dit souvent d'ailleurs en transmission. C'est un fucking drama queen. Lui, s'il peut se repaître d'une situation, il le fait. Donc c'est ça. Surveiller ses pensées pour finalement surveiller ses paroles. Hein, quand on parle souvent des quatre accords Toltec, de ce que tu dis pas, etc. Donc surveiller tes paroles. Et en faisant ça, bah, tu surveilles aussi tes actes. Finalement, c'est aussi tout ce sur quoi, pardon, je bégaye, c'est tout ce sur quoi on revient en transmission quand on dit, je repense à l'exercice pratique qu'on a fait lundi avec deux filles, où
on a simulé un entretien et où on est intervenu en mode, regarde, ce que tu fais, c'est génial, juste, t'as été trop vite. Et du coup, en allant trop vite, t'as oublié la notion de consentement. Et pourquoi? Parce que ça revient à tout ce qu'on a dit de manière très vulgaire, mais R2, colis livré en moins de 24 heures, j'ai la solution, je veux absolument te l'apporter. Non, t'es accompagnante, tu prends le temps. Et en plus de ça, la personne qui jouait le rôle de la maman lui a dit, elle lui a dit, j'ai eu l'impression de recevoir des conseils non sollicités. Donc tu tombes dans le travers que tu veux éviter en te formant. Mais ce temps-là, il faut le prendre en fait. Il faut le poser. Il faut pas avoir peur des silences. Ah, ça fait partie du développement, hein, pour le coup, qu'on leur apporte en transmission, parce que la peur du silence, la peur de ne pas répondre et de laisser l'autre arriver jusqu'à cette réflexion et finalement forger son propre avis, c'est quelque chose qui finalement est contre-productif dans notre tête. On se dit, mais si on lui donne la réponse, c'est fini en fait. Sauf que en faisant ça, on oublie que le but, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin. Et que ce chemin-là, ce cheminement-là, on l'accompagne, on le guide pas. Et c'est hyper intéressant parce que là, comme elles sont en formation, elles n'ont pas encore la notion d'accompagnement sur le terrain. C'est ça qu'on essaye de leur apporter avec ces exercices, c'est finalement se retrouver comme sur le terrain et finalement utiliser la pratique, utiliser tout ce qu'elles apprennent petit à petit en transmission parce qu'elles sont qu'à la moitié de la transmission, donc elles ont encore beaucoup de chemin à faire dans leur développement. Mais pour le coup, on le voit déjà, hein, dans leur manière de parler, dans leur manière d'amener les choses, que l'approche à pas de moi a commencé à imprégner leur travail et c'est vraiment très beau de le voir déjà en mi-transmission. Mais ce que je veux apporter là, c'est que finalement, sur le terrain, on voit à quel point l'accompagnante ne doit pas être devant, derrière, mais bien à côté. Et quand tu donnes cette image du petit coup de cul pour pas tomber dans la falaise, c'est vraiment ça. Mais il faut les laisser avancer. Elles avancent elles-mêmes, ils avancent eux-mêmes, parce que ce sont bien un couple qui finalement, un couple parental qui va finalement être accompagné. Et on le voit, leur cheminement prend du temps quelquefois et ils ont besoin eux-mêmes de se reconnecter ensemble pour savoir quels sont leurs projets, où ils veulent aller, etc. Mais ça va pas forcément dans le chemin que nous, on a en vue. Et on parlait des projets finalement d'accompagnement. Et dans les projets d'accompagnement, il y a aussi l'accompagnement au non-allaitement, ce qui peut être complètement paradoxe quand on se dit que nous, finalement, on a facilitatrice d'allaitement, mais qu'on peut se retrouver à accompagner le non-allaitement. Et c'est quelque chose qui, finalement, elles sont en train de déconstruire toutes ces choses-là et que le but, vraiment, c'est de suivre, finalement, d'accompagner les projets de chaque parent, de chaque famille et non l'allaitement à tout prix. D'ailleurs, à tout prix veut tout dire, hein, et que finalement, ce positionnement d'accompagnant, c'est aussi ce positionnement qui n'est pas vu. Sauf que on sait que dans nos poches, il y a plein de choses qui devraient être vues et que ce serait Qui tellement n'est plus pas simple vu de ou qui donner, n'est pas entendu. qui n'est pas entendu, oui. D'où les silences. Et oui. Et ça, c'est quelque chose, pour le coup, faut le vivre pour comprendre et pour voir, pour observer, encore une fois, pour avoir le temps d'observer le cheminement qui se fait à ce moment-là. Et tu vois, je me dis, on parle de la peur des silences. Et je me dis, est-ce que les gens qui sont là, les parents qui sont là à proposer tout le temps activité sur activité sur activité sur activité, c'est des gens qui ne doivent pas supporter le silence non plus, hein. Mhm. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme tu dis, le temps du silence, c'est laisser le temps à l'autre de trouver son propre cheminement. Et quand tu ne laisses pas le temps à l'ennui, et l'ennui est silencieux, hein. D'ailleurs, la connerie est silencieuse aussi. Bref, je faisais un parallèle avec les enfants qui font des bêtises, tu sais, quand tu les entends pas. Oui. Mais c'est qu'ils ne s'ennuient plus. Euh, ah. Donc l'ennui est silencieux, mais finalement, si tu laisses pas quelqu'un s'ennuyer, comment est-ce qu'il peut construire son propre chemin? Comment est-ce qu'il peut trouver ses propres euh, ressources internes aussi? Alors, il ne s'agit pas de le laisser dans un coin sous l'escalier comme Harry Potter, hein, on n'a pas dit ça, hein. Mais 30 minutes, une heure, je sais pas, même il n'y a pas besoin de temporaliser, mais d'ennui dans une journée, c'est pas non plus, ça va. Bah. Mais Et au même final, est-ce que la personne s'ennuie vraiment? surtout un enfant. Mhm. Surtout un enfant. Mais en tant qu'adulte, on ne s'ennuie pas à observer son enfant. Si vraiment on s'ennuie, on prend un papier, un stylo, on écrit ce qui se passe. Mais on ne peut pas vraiment s'ennuyer. Ils font tellement.
choses particulières, ils se découvrent, nous-mêmes, on les découvre en les regardant quand ils s'ennuient. Je vois pas comment on peut s'ennuyer finalement avec un enfant. Je sais pas. Mais apparemment, il y en a qui y arrivent, mais je ne comprends pas non plus ces Mais gens. du coup, si vous vous ennuyez, dites-le nous dans les commentaires et dites-nous. Vous vous ennuyez, ok, mais est-ce que vous observez votre enfant et qu'est-ce qui fait que vous vous ennuyez? Faut qu'on essaye de voir vos lunettes parce que, en fait, pour le coup, les enfants, même tout petit, on pourrait les regarder des heures. Et c'est ce que disent la plupart des mamans, si on pourrait les regarder, même quand ils dorment, on pourrait les regarder des heures. Parce qu'ils ont des petites mimiques, parce on peut remarquer des réflexes archaïques, même quand on n'est pas formé, on le voit. Il y a une répétition au niveau des réflexes, des choses comme ça. Donc, j'arrive pas à voir comment on peut s'ennuyer. Et si on s'ennuie vraiment, pourquoi on dort pas? Parce que c'est vrai, en tant que parent, si tu t'ennuies, dors en fait. Assieds-toi, ferme les yeux, profite, bois de l'eau, va faire pipi, va faire caca, va faire À ta partir du douche. moment où tu t'ennuies en tant que parent, c'est que tu as du temps libre. C'est que tu as vraiment du temps libre, c'est intéressant quand même. Ouais. Donc, faut en profiter. Fais de nouvelles recettes. Finalement, fais des choses qui te nourrissent, encore une fois, hein, parce qu'on Ouais, revient. encore une fois, oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire mûris tes projets. Bah voilà, on en revient au même. Mhm. Ouais. Il y a beaucoup de fonctionnement de notre espèce et de notre société que j'arrive pas à comprendre, hein. Une fois, je me dis, c'est moi, je dois être bizarre. Puis des fois, je me dis, pourquoi c'est moi qui serais bizarre? C'est les autres qui sont bizarres. Et encore une fois, bizarre par rapport à qui? Par rapport à C'est quoi? ça, par rapport à qui, par rapport à quoi? Ça revient toujours au même. Mais Par moi, rapport... je crois fermement hein, que ma réalité, ce n'est pas la réalité des autres et les réalités des autres n'est pas la réalité des autres et que finalement, on est tous dans une réalité différente. C'est Oui, mais quoi? du coup, tu rentres quand même dans un système qui veut homogénéiser la pensée, les comportements. J'en parlais avec quelqu'un aujourd'hui, effectivement, une personne qui m'expliquait qu'elle avait fait plusieurs formations dans son domaine, mais qu'elle n'était jamais satisfaite des centres dans lesquels elle avait été parce que chaque fois, on lui demandait d'appliquer une pensée unique. Et elle était très, 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 très gênée par ça. Et je comprends tellement. Comment tu peux t'attendre... Alors, tu peux avoir une philosophie commune, tu peux avoir des valeurs, des principes communs, mais comment tu peux t'attendre à ce que les gens aient une pensée unique? Tu C'est sais, impossible. Même en partageant les mêmes valeurs et la même philosophie, sur bien des points, toi et moi, on ne va pas avoir une pensée unique. D'ailleurs, sinon, on ne pourrait pas faire de podcast, hein. ça c'est sûr. On discute tout le temps et à chaque fois on voit hein, que pour le coup on n'a pas de pensée unique. Mais c'est ce qui nourrit aussi nos pensées. Mais ce qui est intéressant, c'est est-ce que dans ces formations-là, parce qu'on reste sur des formations, est-ce qu'il n'y a pas cette notion de pourcentage de réussite? Ça me fait penser à la vision Hmm. classique de l'allaitement. Ça peut aller à un grand nombre de mères, la vision classique de l'allaitement. Mais ça se passe comment pour celles pour qui ça se passe pas bien? Et c'est ça qui est intéressant finalement. C'est OK, ça va aller sur une grande partie des personnes. Ok, ça va bien fonctionner. Ok. Mais pour celles pour qui ça se passe pas bien, on en fait quoi? C'est comme ça, elles n'existent pas en ayant une pensée unique. C'est comme si finalement, bah, vous rentrez pas dans les cases, ah bah vous pouvez pas allaiter. Voilà, elles n'existent pas. Elles ne font pas partie de la case allaitement. Alors que l'allaitement, c'est une question de relation et on l'a bien vu, chacun dans nos couples, on a une relation différente avec son conjoint. Pourtant, on est censé être dans des cases où ça fonctionne à peu près pareil pour que on porte des valeurs communes et que on puisse tenir dans le temps dans ce couple. Mais en attendant, on fonctionne tous de manière différente. Donc, on ne peut pas avoir une pensée unique dans tout ce qui est relationnel encore plus. L'allaitement ne peut pas être dans des cases. Clairement, l'allaitement, ce n'est pas des chiffres, c'est pas des cases, c'est pas des types universels, c'est pas des tétrelles universels, c'est pas toutes ces choses-là. Moi, quand j'entends ça, des fois, je vous le dis, c'est difficile d'entendre ça. Franchement, que la taille des tétrelles est universelle, que c'est la même taille de tétrelle sur les deux seins. J'ai du mal et ça s'entend en transmission parce que la plupart du temps, je pose la question, mais dites-moi si dans le panel que j'ai en face de moi, s'il y en a au moins une d'entre vous qui a les mêmes seins des deux côtés, quoi. Parce que au bout d'un moment, faut aussi être dans la logique. Et c'est vrai, quelquefois, avoir la mauvaise taille de tétrelle, les tétrelles de la même taille de deux côtés, ça fonctionne pour certaines mamans, mais pour celles pour qui ça fonctionne pas, c'est comment? Et c'est là que le bas blesse. C'est que finalement, elles n'existent pas.
on n'a pas de réponse, donc on la sort du case et on lui donne une autre réponse qui ne va pas du tout dans le sens de son projet. Et je trouve ça dommage. Donc ouais, Mais pour moi, la pensée universelle ne fait pas sens. c'est ce qui fait qu'on a finalement créé, alors la société, l'histoire a créé autant de cases, autant d'étiquettes. Toutes ces personnes qu'on dit HPI, autiste, TDAH, trop lent, 10, hein, 10 tous les 10. C'est André Stern qui disait ça. Les 10 n'existent pas à partir du moment où tu es dans une société qui est capable d'accepter et d'accompagner l'individualité. Et en fait, c'est ça. On veut faire de la masse et plus de l'individu, chose contre Mhm. laquelle je me rebelle profondément. Mhm. En fait, ça me rappelle une de mes meilleures amies avec qui j'ai passé mon diplôme d'éducatrice spécialisée. Elle avait choisi comme thème de mémoire l'individu dans le groupe. Et son mémoire me revient très, 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 très souvent. Un jour, je vous dirai quel était le choix du mien. Il est pas mal aussi. Euh, Quand on me connaît, il est pas mal. Euh, et son mémoire me revient souvent en tête parce que on est dans une société qui évite l'individualisme. L'individualisme fait peur. On veut, alors j'allais pas dire on veut du communautaire parce que c'est faux. Non, c'est faux. Mais on veut du groupe, on veut du mouton. On veut du tout le monde fait pareil, tout le monde aime la même chose, tout le monde mange la même chose, tout le monde aime la même dose de sel dans les plats pré-préparés, tout le monde aime à la limite, on fait l'effort de s'adapter en fonction des pays parce qu'il y a des goûts culinaires en fonction de chacun. Allez, à la limite. Ça ira pas plus loin, tu vois. Et l'individu, il est où? Il est où? C'est une notion de cadrage beaucoup plus que de groupe en vrai, hein. C'est Ouais. pouvoir, comme tu as dit, créer le bon soldat qui va répondre au bon moment. Et on le voit dans notre éducation, la manière dont on éduque nos enfants, clairement, c'est ce qu'on veut. On veut qu'ils nous écoutent et que c'est tout. Pas besoin qu'ils comprennent, il n'y a pas besoin que... C'est... Ne discute pas, je suis en train de te parler en fait. T'as pas à comprendre ce que je suis en train de te dire, je te dis que tu vas le faire, c'est tout. Et c'est fort quand on se rend compte et qu'on recule un petit peu et qu'on se rend compte des mots qu'on a utilisés. Mais c'est une notion de cadrer pour pouvoir contrôler les choses. Et Contrôler. bien sûr, et ce contrôle-là, quand on le perd, c'est fort déroutant. Fort, Mm. fort déroutant. Et je peux comprendre que ça le soit parce qu'on n'a pas eu d'autre manière de fonctionner. Le respect d'autrui est difficile pour l'humain. Parce que justement, on est dans ce contrôle et que moi, on ne me parle pas comme ça, moi, on me fait pas ci, moi, on me fait pas ça. Et on n'est plus dans le ah, pourquoi elle a réagi comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'est plus dans ces regards-là. On n'est pas dans la bienveillance, on est vraiment dans l'étiquette. Moi, Mm. mon étiquette fait que on ne peut pas me parler comme ça, etc. Et plus on prend du pouvoir, et plus on a besoin que cette étiquette elle soit respectée. Et c'est ce qui fait le contrôle au fur et à mesure. Et plus les grosses têtes nous contrôlent, plus on contrôle les plus petits que nous, pour finalement se sentir un peu plus puissant dans cette Mais histoire. pourquoi? Parce qu'on est des êtres de mimétisme. Bien Fais sûr, ce que les grands, je mets des guillemets, ce que les grands te montrent. bien sûr. Et on le voit avec les enfants. La manière dont on les traite, on le voit qu'ils traitent les plus petits qu'eux de la même manière. Bah, du boulot, les gars. Moi, j'aime vraiment cette notion de parapluie. Le fait de finalement refuser que tout ce qu'on s'est transmis de génération en génération impacte nos propres enfants. Et que on peut très bien faire l'erreur et dire ensuite à nos enfants, excuse-moi, je me suis sentie submergée par la colère, par la tristesse et j'ai réagi ainsi. Ce n'était pas juste, j'aurais dû t'écouter. Est-ce que tu veux qu'on en discute, etc. Parce que je pense que mettre des mots sur ce qui est en train de se passer et mettre finalement du sens sur la réaction de maman qui n'était pas normale, par exemple, et ben, ça fait que même si on a raté le coche sur cet événement-là, la prochaine fois, l'enfant sait réagir d'une autre manière aussi. Ça me fait penser à une fois, pour le coup, c'est personnel, où j'allais m'énerver et que ma fille m'a dit, baisse-toi. Elle a mis sa main sur ma joue, elle m'a dit, respire, maman, ça va passer. Et je me suis dit, waouh! Quel moment! T'as 4 Yoda ans, sort de ce corps. t'as 4 ans, calme-toi. Mais ça m'a vachement touchée parce que je me suis dit, purée, c'est vrai, c'est ce que je lui dis tout le temps. Je lui dis tout le temps de respirer, que la colère va passer, on va aller jouer, on va sauter, finalement, on va extérioriser la chose physiquement et qu'après, on va discuter. Et moi, je le fais pas moi-même. C'est fou en vrai. Et ce regard-là m'a montré à quel point.
j'avais ce devoir de parapluie envers elle. Mm. Ouais. Et j'ose espérer que ça lui permette de prendre le temps de se dire que l'autre n'a pas le même regard sur une situation et que peut-être que son regard était blessé à cet endroit-là et que peut-être que si je vais discuter avec la personne, ça passera mieux et que quelquefois, il faudra couper court avec la personne et toutes ces petites notions de relation. Finalement, le fait d'avoir mis des mots dessus, ça lui permet d'avoir la réflexion sur ce qui se passe autour d'elle avec d'autres regards que le sien et les émotions qu'elle est en train de vivre. Ça veut dire qu'il y a il y a de l'espoir. Ça veut dire que inconsciemment, on essaie de transmettre des choses à nos enfants. Alors, ok, on ne se les applique pas à soi, mais on peut espérer que si nos enfants à 4 ans sont capables de les appliquer, ils les appliqueront adultes. Et donc, finalement, on aura un peu, si ce n'est pour soi-même à l'intérieur de soi, changer la donne, ce sera pour nos enfants et nos petits-enfants, etc., etc. Et que finalement, ce point-là, même si on ne se l'est jamais appliqué à soi, on a quand même réussi à le travailler pour eux. C'est de l'espoir, oui. Encore une fois, c'est de l'espoir. On est d'accord. Mais l'espoir fait vivre, dit-on. Bah oui. Bah s'il n'y a pas d'espoir, à quoi ça sert? Mais l'espoir fait vivre, mais l'espoir ne nourrit pas. Je répète, Ah, ah, ah. il y a une différence entre les deux. Exactement. L'espoir fait vivre, l'espoir peut même faire survivre dans certaines situations. Hmm. Il y a des situations où l'espoir te fait survivre, mais il ne nourrit pas. On n'a jamais vu un héros qui espère, qui survit et qui se tape une pizza en même temps. Non, en général, les deux vont pas ensemble. Il faut bagarrer un petit peu, il faut bagarrer. Voilà, faut bagarrer un petit peu, d'accord? Pour gagner et se dire oui, oui, l'espoir a pris le dessus. Mais l'espoir peut donner plus de force. C'est vrai. Non, mais c'est bon l'espoir. Mais c'est bon si tu t'en sers. D'ailleurs, la poire, c'est bon tout court. Mais j'aime découper les mots à chaque fois. Tu sais, tu trouves toujours des trucs. Mais effectivement, la poire, si tu l'as chez toi et que tu n'en fais rien, elle va pourrir. Alors que si tu la transformes en tarte, en jus, en compote, que tu la coupes juste en morceaux trempés dans du chocolat, ça Yeah. nourrit. Tu vois? Ça nourrit. Ben, l'espoir, c'est pareil. Si tu l'as mais que t'en fais rien, eh ben, tu peux regretter et devenir aigri. Alors que Mhm. si tu t'en sers pour te nourrir, eh ben là, tu peux grandir. Oh, Mhm. c'était beau. Oh, des fois, je m'inspire toute seule. Non, pardon, excusez-moi, un petit moment d'ego. Hop là, j'en ai déjà pas beaucoup. J'étais de mèche en arrière pour ceux qui ne voient pas, du coup. Non, c'est trop intéressant. Trop intéressant. Ça me fait penser même à autre chose. Tu disais ça rend aigri. Je sais qu'il y a du relationnel qui peut être compliqué quand on se rend compte que d'autres personnes font des choses que nous, on rêve de faire. Hmm. La différence entre jalousie et inspiration. Mhm. Hmm. Et quand on a ce mood-là, ce mood, cette façon de penser-là, pour le coup, euh, ça nourrit des choses mauvaises chez nous. Alors que Hmm. si on a cette notion de vouloir essayer pas à pas, réfléchir, nourrir des choses bonnes, etc., on est sur de l'inspiration, comme tu viens d'expliquer. Et l'inspiration fait finalement donner d'autres lunettes et d'autres forces, d'autres espoirs, d'autres envies et permet avec plus de force et plus d'entrain d'aller sur d'autres chemins ou sur le chemin dans lequel nous sommes, mais avec plus d'intensité, avec des nouvelles clés, avec de la nouvelle lumière sur le chemin. Et alors que si on a si on se restreint finalement à rester sur la jalousie, eh ben, déjà d'une, on n'avance pas, mais en plus de ça, on recule ou voire on se fait trébucher. Et je trouve ça trop dommage. Et je pense que cette notion d'espoir, il n'est pas pour rien. Dans le sens où on se dit, euh, peut-être que si on a l'espoir que, ah, nous aussi, ça peut nous arriver, regarde, elle y a réussi, elle s'est battue, elle est arrivée, etc., ça donne de la force, alors que si on n'a pas vraiment cette once d'espoir qui finalement fait sens, on peut se dire, ah, bah voilà, c'est mort, elle a déjà fait, ça sert à rien que je le fasse. On perd cette motivation. Hmm. Là, le sport peut être une motivation aussi. Le... Non, je connais pas. Dans inspiration, il y a inspirer. Inspirer, c'est la première chose que tu fais quand tu viens au monde. Hmm. Inspirer te permet de vivre. Mhm. Et il y a ration. Ration de nourriture avec les poires de tout à l'heure que nous faisons. Exactement. Revenons, revenons à nos poires de l'espoir.
Non, mais c'est hyper beau ce que tu viens de dire, vraiment. Ouais, mais quand tu réfléchis des fois au... J'aime bien faire ça, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est juste c'est très simple, c'est un truc mémotechnique pour moi. Et dans ma tête, je sais pas comment ça fonctionne très bien, mais parfois, il y a des mots que je casse comme ça. Par exemple, espoir, il y a poire. Poire, c'est nourriture, se nourrir sainement. Tu vois, il y a des trucs comme ça qui, pour moi, c'est comme des... Tu mets un flèche, mot, tu sais, flèche, idée, flèche, idée, flèche, idée, tu vois. Et dans espoir, il y a poire. Poire, tu peux en faire quelque chose de bon. Donc, l'espoir, c'est bon si tu le nourris correctement. Parce que si tu t'en occupes pas correctement, ton espoir, bah, c'est comme ta poire, il va pourrir. Tu vois? Et dans inspiration, bah, tu as inspiré. Inspirer, c'est quand même le premier truc que tu fais quand tu viens sur cette putain de terre. Et inspirer, la première fois de ta vie, ça fait mal. Mhm. Ça fait mal pour un bien que tu vas avoir toute ta vie. Et ça transforme, oui, ça transforme Transforme. le chemin de l'air jusqu'à tes poumons, ça le transforme même. Donc, inspirer, être inspiré, inspirer quelqu'un, avoir de l'inspiration. Un artiste qui a de l'inspiration, ça peut être très douloureux, hein. Mhm. Mhm. Les périodes d'ennui qu'ils ont pour créer, les périodes d'inspiration violente d'un coup qui leur arrivent, où ils sont autofocus pendant des semaines, des jours, des mois, des années sur un projet, l'inspiration peut être douloureuse, mais à la fin, et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, la montagne que tu auras atteinte sur ton chemin d'inspiration, eh ben ça, c'est magnifique. Et une fois que tu es arrivé en haut de ta montagne, il est comment le chemin juste derrière là? Faut voir quand on... C'est le... C'est quoi? Il y a un lac, une prochaine montagne? Comment ça se passe? Moi, quand je parle de ça, dans ma tête, je vous jure, j'ai toujours le chemin de... Ah, ça y est, j'ai encore perdu. Dorothy, dans Le Magicien d'Oz, avec les petits pavés rouges, là. Moi, pour moi, quand on parle d'un chemin, je vois toujours des petites chaussures rouges vernies, un petit chemin pavé. Et des fois, ça m'arrive, je vois la montagne, je me laisse un peu happer, comme tout le monde, hein, finalement. Mais j'ai quand même maintenant, ça y est, cet exercice de recul de me dire, hop, 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 hop. Et là, tu te laisses embarquer, poulette, tu vas trop loin. T'es pas là-haut, t'es là, t'es en bas, là. T'as besoin de quoi? Ça glisse, t'as besoin de crampons, t'as besoin de bâtons, t'as besoin de faire du cardio parce que t'es nul, parce que vraiment t'as un cardio de merde. Qu'est-ce que tu vas faire pour continuer ce chemin et aller en haut de ta montagne? Elle se moque de moi. Oui, j'ai un cardio de merde, et alors? J'adore quand t'as tes réflexions comme ça et tu te fouettes. Tu te fouettes. Mais ce qui est hyper intéressant aussi, c'est une fois que tu es en haut. Parce que si je prends un bonhomme et que je le mets en haut, il va dire, ouais, c'est chouette, il va reposer, et il va redescendre. Alors qu'une personne qui a pris du temps, qui s'est battue pour aller en haut, là-haut, il va profiter vraiment de la vue. Il va se rendre compte de la beauté des choses. Il va se rendre compte de, de chaque détail, de chaque once de petites choses particulières qui ont fait qu'il soit en haut. Et c'est grâce au développement qu'il a eu tout le chemin, toute la mentalité qu'il a pu développer de tout en bas jusqu'à tout en haut. Et je pense que c'est vraiment que le chemin fait beaucoup plus d'importance que l'arrivée. Quelqu'un qui, toute sa vie, a fait quelque chose qui le faisait vibrer, mais pour autant n'est jamais arrivé à son projet et nous quitte à ce moment-là, il va dire, purée, j'ai vécu, hein. Je me suis amusée, ça a été dur des J'ai fois. bien vécu. Oh, Tu l'entends, ça, des fois, j'ai bien vécu. oui. C'était dur des fois. Il y en a même qui arrêtent leur projet, ils n'ont pas de problème ou quoi que ce soit, mais ils arrêtent leur projet, ils disent j'arrête parce que là, franchement, j'étais au summum et je sens plus la petite flamme, je sens plus le petit truc et j'ai décidé d'aller sur un autre projet. Mais en fait, oui, parce que c'est le chemin en fait qui les a transformés et que finalement, le projet, le but, la montagne là, à la hauteur où ils étaient, bah, ça leur suffisait, ils ont envie d'aller voir autre chose, ils avaient envie du lac finalement qu'ils voyaient au loin. Moi, je crois que sur ma montagne, à moi, hein, attention, il y a mon lit de mort. Quand Mhm. j'arriverai en haut de la montagne, c'est que ciao les gars, en fait. C'est bon. Elle va se reposer dans le gîte là-haut, là. Ouais. Je te dis, il y a spa tout inclus, all inclusive, cocktail à Elle volonté, redescend pas. pas Elle redescend volonté, pas. poutine de chocolat. Je redescends pas, moi. Et ce qui m'intéresse, c'est tout ce que je vais faire jusqu'à ce moment-là. Parce que c'est vrai, quand je regarde toi-même tu sais, quand je regarde la multitude de projets que j'ai, à quel moment tu vois une montagne dans tout ce que j'ai? À quel moment tu l'as vu? Dis-moi parce que moi je l'ai pas vu, hein. Visiblement, je peux brasser tous mes papiers là sur mon bureau ici présentement. Je n'ai pas vu de montagne, d'accord? À ça des chemins, j'en ai même un peu trop à choisir. On est d'accord. Mais une montagne, pas vue. Donc je pense que moi, personnellement, à titre totalement personnel, sur ma montagne, il y a mon lit de mort. Voilà.
Moi, je tiens à dire que sur ces chemins, il n'y a pas de chemin. C'est elle, elle arrive avec un petit couteau et elle débroussaille et elle met des pierres. Tu as la machette comme ça. C'est Voilà, elle arrive à la machette pour que d'autres finalement puissent monter sur ces petites pierres, hein. C'est des chemins que tu crées. Pour le coup, c'est pas des chemins qui sont déjà tout tracés, hein. Oui, c'est un peu particulier, effectivement. Moi, je, voilà. Elle est avec sa machette là. Tu sais, l'image que j'aime beaucoup, et j'ai appris ça il y a pas longtemps en architecture. Oui, je sais, je me forme sur plein de trucs différents. Il y a des universités, par exemple, qui vont créer des chemins pour les étudiants, pour aller d'un point A à un point B. Et donc, ils vont les créer. Sauf que ce qui se passe, c'est que souvent, les gens vont d'eux-mêmes prendre certains chemins. Et donc, ils vont tracer dans l'herbe qui était censé être propre, tout ce que tu veux, des chemins. Et en fait, il y a des universités qui sont très intelligentes. Elles ne, elles ont la structure, des parcs, hein. Il y a des parcs, des forêts, il y a plein d'espaces publics qui peuvent fonctionner comme ça. Même des fois dans les traçages de passages piétons, etc. C'est des zones où en fait l'architecte ne prévoit rien et ils attendent ce qu'on appelle les chemins de courtoisie. En fait, Exactement. c'est les personnes, ça s'appelle des chemins de courtoisie, Mhm, un c'est ça, véridique, ouais. et en fait, les personnes, à force de passer toujours aux mêmes endroits, vont par elles-mêmes, à force de marcher, écraser l'herbe, remuer la terre, etc. Et donc, ça va dessiner, si tu te mets au-dessus de ton parc, au-dessus de ton lieu, tu vas voir des chemins tracés. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où les chemins de courtoisie sont très bien dessinés, les architectes reviennent et à ce moment-là, créent des chemins, du coup, sablés pour pas que tu aies toujours les pieds dans la gadoue, etc., que tu salisses les salles de cours, machin, machin, ou, ou créer les passages. Souvent, dans les pays où il y a beaucoup de neige, ils attendent l'hiver. Quand la route est neige, ils attendent l'hiver de voir comment les gens en piéton, parce que tu peux moins circuler en voiture, traversent et où ils traversent et ils créent les passages piétons à ces endroits-là. Ça s'appelle des chemins de courtoisie. J'adore littéralement, amoureusement, l'idée même de la façon dont se crée un chemin de courtoisie et le nom même de ce truc-là. C'est vrai, Je en suis fait. littéralement amoureuse de ce concept. Faut le savoir. Voilà. J'ai découvert ça il y a pas très longtemps et j'ai fait oh, mais j'adore ma chérie. En sociologie, c'est le pareil, c'est avec la notion de temps, hein. C'est parce qu'ils veulent pas perdre de temps et qu'ils vont au plus court. C'est vraiment le chemin le plus court. Même s'il y avait exactement le même, mais avec une courbe en plus, non, ils vont marquer tout droit. Comme ça. Et ils veulent, et c'est les vols d'oiseaux en fait, hein. Et ils vont vouloir aller sur le chemin le plus court pour finalement profiter d'un max de temps dans ces moments où surtout ils n'ont pas de temps la plupart du temps. Ouais, mais on Donc, parle de chemin de courtoisie. La mhm, courtoisie, c'est quand on s'entend, on fait l'effort d'eux. Et tu mhm, parles de vol d'oiseau. Un oiseau, c'est libre. mhm, Donc tu peux être libre en respectant l'autre si tu associes les deux. Ça veut dire qu'en associant ces deux images, tu peux être libre en respectant l'autre. mhm. Mais j'adore, je trouve ça génial. Tu es un chemin de courtoisie. Il Et est après, interdit de me marcher dessus, c'est la seule chose que je... c'est ça. Après, on construit, les architectes, toute l'équipe a construit avec toi. Et après, on laisse venir les autres. Moi, je débroussaille. Après, je vois dans mon équipe, ça va plutôt par là. Elles vont toutes par là. Ok, d'accord. Ah ben, on va par là. C'est parti. Et à partir de là, avec les architectes, effectivement, on va sabler le chemin pour que ce soit plus propre. C'est d'ailleurs quelque chose en transmission tout le temps, on leur dit. Dites-nous de quoi vous avez besoin. Ouais. Non. Parce qu'il y a toujours une idée parmi tant d'autres qui va nous faire tilt. Ah, ça peut-être qu'on pourrait leur apporter de cette manière. Parce qu'elle a dit ça et ça peut être intéressant avec ça. Et ça fait finalement ces chemins de courtoisie. Alors que pour autant, l'architecte avait déjà prévu un chemin. On s'était dit, on arrive comme ça et comme ça. Mais savoir les Moi, besoins, je suis l'architecte qui prévoit pas de chemin. Moi, je suis architecte, je fais OK, alors voilà la base, les gars. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben là, on va planter des oliviers pour avoir un chemin d'olivier. Là, des orangeades pour avoir des orangeades. c'est ça. Et là, un petit palmier qu'on appellera l'allée au petit palmier. Voilà, Il est très bien. là. Et voilà. Oui. Et tu vois, j'ai créé la porte, paf, j'anticipe, mais j'ai pas pris l'escalier. Hop, par où vous allez voir passer, les gars. Et voilà. Ça fait développer aussi les autres parce que si on tout dans les mains aussi, et ben, il y a la notion de pas de chemin, vu qu'ils ont déjà la montagne qui est déjà à leur... Donc il faut leur laisser aussi faire un petit bout de chemin et se développer aussi, hein. C'est intéressant, hein.
Surtout que, pour le coup, nous, on accompagne des facilitatrices d'allaitement, du coup, avec l'approche à pas de moi, si vous n'aviez pas compris. Mais une facilitatrice d'allaitement approche à pas de moi, ça peut être une facilitatrice n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. Et on peut se retrouver avec des projets dans les entreprises, des projets dans les maternités, des projets avec les parents, des projets avec les professionnels, et dans tout ce qui touche à la lactation humaine ou avec l'allaitement maternel. Donc, les projets sont divers et variés, je vous assure. Il y a presque autant de projets qu'il y a de personnes, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Et comme on aime bien dire, il y a autant de facilitatrices que de parents. Vraiment, pour le coup, on porte des valeurs communes, ça c'est certain. Il y a on va dire un tronc commun sur la pratique de facilitatrices d'allaitement, mais leur développement dans leur pratique, dans ce qu'elles vont pouvoir apporter aux personnes qu'elles vont accompagner, donc les personnes qu'elles vont accompagner, que ce soit les parents, les entreprises, les professionnels, qu'importe pour le coup, bah, ça répond aux besoins de leurs accompagnés parce que tout accompagnement part des accompagnés et pas de qui elles sont. Donc finalement, toutes les pratiques ont leur petite étoile à elles et c'est juste fou de voir ça. Et du coup, elles construisent et elles font aussi leur chemin parmi les chemins qui sont déjà présents.